Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Tribune et de TX Studio, nous sommes avec Jean-Christophe Tortora et Laurent Guimier très heureux de vous accueillir pour ce second Perma Restart Café avec un formidable invité, Arnaud Montebourg, que Jean-Christophe Tortora va vous présenter dans quelques instants. Pourquoi Perma Restart Café? Tout simplement parce que nous sommes convaincus qu'il est possible de faire émerger un nouveau modèle inspiré par la permaculture, un modèle où mieux on mélange, mieux ça pousse, car la permaculture, c'est un modèle qui est à la fois plus inclusif, plus harmonieux, plus efficace. Et pour le dire autrement, et ce sera d'ailleurs le fil rouge de cette émission avec Arnaud Montebourg, comment faire mieux, différemment et moins. Donc pendant 1 heure, nous allons converser avec l'ancien ministre devenu entrepreneur. Jean-Christophe Tortora va le dresser son portrait immédiatement. Je rappelle qu'en fin d'émission, nous serons vos porte-parole. Il y a déjà beaucoup de questions autour de comment avoir un nouveau métier à la française, comment être certain que cette analogie puisse fonctionner. Donc, merci de votre présence déjà nombreuse. Et monsieur le ministre, merci de votre présence. Et Jean-Christophe, je te laisse présenter Arnaud Montebourg. Merci Jérôme. Ce matin, nous allons parler de Bleu Blanc Ruche ou encore des glaces bio La Mémère ou la Compagnie des Amandes. Non, vous n'êtes pas dans un nouveau rendez-vous du téléachat de la Tribune, mais nous allons bien recevoir celui qui a été le patron de Bercy, rappelez-vous, entre 2012 et 2014. Mais tout a basculé un 25 août 2014, certains diront un verre de trop, avec justement cette volonté d'Arnaud Montebourg de prendre son indépendance, prendre sa liberté, quitter le monde politique pour mettre en exécution les actes, des paroles et des actes. Il est celui qui a été le chantre du Made in France, celui du produire local, des circuits courts. Il a justement mis ses paroles et des actes dans sa vie d'entrepreneur, sa nouvelle vie d'entrepreneur que nous allons pouvoir décrire dans quelques instants et échanger avec lui. Celui qui a été pendant très longtemps cet élu de Saône-et-Loire, aujourd'hui met en exécution ses projets entrepreneuriaux. Alors, c'est vrai que cette période que nous avons connue sur le plan sanitaire et maintenant sur le plan économique avec ce Covid-19 remet Arnaud Montebourg au goût du jour, peut-être au goût des autres, celui qui avait prédit la fin de la démondialisation est de plus en plus écouté. Alors, arrivent les fantasmes, puisque 2022 arrive très rapidement avec les élections présidentielles. Celui que vous allez voir ce matin sans marinière et sans blender est peut-être celui dont certaines et certains rêvent pour la présidence de la République. Il est certainement celui qui aujourd'hui a des racines et des ailes. Arnaud Montebourg, je vais vous poser la première question. Alors avant d'aborder le temps long, parce que l'ambition du moment qu'on va passer ensemble, c'est de tracer des grandes lignes et qui vont dépasser en termes calendaires 2021, 2022, rassurez-vous, et même 2023. J'ai une question plus ponctuelle à vous poser. On a beaucoup parlé, puisqu'on va commencer l'interview et la conversation par le mieux, comme le disait Jérôme. On a beaucoup fantasmé, au fond, pendant le confinement, sur ce monde d'après qui allait arriver, un peu comme par magie, améliorer beaucoup des tracas que nous vivions dans nos vies quotidiennes. Quand vous voyez les canettes qui jonchent les trottoirs ou les parcs, quand vous voyez qu'au fond, on continue à s'engueuler comme on le faisait avant au feu rouge depuis le 11 mai, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va très très vite déchanter de tout ce qui a été réfléchi, pensé, et même proposé par des responsables politiques pendant ce confinement? D'abord, merci de votre invitation permacole, car la permaculture est en effet une expérience très inspirante dans de nombreux domaines, et j'apprécie l'idée de vouloir la transposer, la transporter, et dans le décloisonnement, non pas des jardins, mais des cerveaux, il est évident que si j'avais à porter un jugement sur les conséquences de ce qui s'est passé dans ces 2 mois, je dirais qu'il y a des prises de conscience profondes qui vont mettre un peu de temps à se concrétiser, qui ont traversé quand même la tête du monde occidental, on peut le dire. D'abord, il y a la question de la relation au travail et aux autres.
la communauté de travail? Est-ce que nous devons continuer à travailler comme on l'a toujours fait? Est-ce que cela a un sens? Donc là, vous avez une grande remise en question qui n'est pas seulement la question du lieu de travail, du télétravail, mais la part qu'on consacre à ce travail et le fruit qu'on en retire. Première grande réflexion, et là-dessus, je suis prêt à parier que de nombreuses réformes seront soutenues par la population sur la manière d'imaginer, par exemple, le soin de ne plus concentrer le tertiaire dans les métropoles et décider finalement une autre forme de travail à distance sur des prises de décision qui nous permettrait, dans un pays centralisé comme le nôtre, de répartir mieux la capacité de production de services tertiaires sur le territoire. La concentration de la richesse en Île-de-France, dans les grandes métropoles, les 10 grandes métropoles, a appauvri tout le reste des territoires. Donc la question ville-campagne, là aussi, va faire l'objet je crois, de reprise en main. J'ai noté dans la région du Morvan et à 350 km de Paris quand même, 400 km, que les notaires avaient un regain d'achat de maisons de masure, parce que ce sont des maisons souvent abandonnées, et de fermes qui sont déclassées depuis très longtemps, parce que beaucoup de personnes ont décidé, je crois, de faire évoluer leur vie. Deuxième considération, la nature de la consommation. Il va y avoir, à l'évidence, une transformation et une prise de conscience. On le voit, nous, sur tout le Made in France, le circuit court, la recherche de qualité, le prix de l'alimentation que le consommateur est prêt à mettre. Je rappelle, dans les années 60, un ménage moyen français mettait environ 25% de son pouvoir d'achat dans l'alimentation. Aujourd'hui, 50 ans après, on est à peu près à 15%. Et donc, cette remontée des prix agricoles dont nous avons besoin pour payer la fonction nourricière de la société, c'est une fonction que nous avons abandonnée, qui a été méprisée. La destruction de la valeur de notre agriculture, sa mise sur le marché mondial sans aucune protection, le désespoir agricole qui s'est manifesté de façon très bouleversante dans le film mis en scène par Édouard Bergeon, Au nom de la terre, dont le rôle principal était tenu par Guillaume Canet, montre à quel point cette reconstruction d'un lien avec cette fonction nourricière et agricole est très importante. Je pourrais continuer. La question des transports. Là aussi, il y a un moment où on va se poser la question de l'arbitrage route-rail, de l'usage du transport. L'explosion de l'e-commerce, qui a connu un niveau d'absurdité dans les grandes villes américaines comme New York, où vous voyez que chacun se fait amener un colis, donc c'est plus tenable de livrer aujourd'hui selon le système amazonien généralisé. Ce système-là va aussi devoir subir des remontées de prix, parce que la question du prix du transport, des fossiles, et donc il va y avoir dans une économie de marché comme la nôtre l'apparition d'un nouvel acteur qui a été englouti depuis très longtemps, qui est l'État. L'État, selon l'esprit néolibéral, est le problème, alors que tous les gens ont compris qu'il était une part de la solution. Pas toute la solution, mais une part de la solution. Et le retour de l'État, c'est finalement, dans la période actuelle, une part d'économie dirigée, acceptée. Il y a l'économie libre et il y a l'économie dirigée. Il va falloir qu'on crée les conditions de la reconstruction écologique de l'économie, des nouveaux business en rapport avec cette nouvelle forme d'alimentation, des nouveaux investissements. Et il est évident que si on attend que le marché le fasse, il ne le fera pas. Donc, ça va être finalement des acteurs publics, parapublics, qui vont reconstruire, je pense, cette économie. Voilà les grands changements que je vois arriver. Ils ont l'air modestes, mais en fait, ils sont considérables, d'une portée considérable. J'espère n'avoir pas été trop long. Très bien, Jean-Christophe, ton micro n'est pas allumé. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on t'entend, vas-y.
Oui, Arnaud Montebourg, vous évoquiez justement le rôle de l'État. Cette crise aussi a révélé un petit peu, on a senti une fracture entre l'État jacobin et puis le girondisme. Est-ce que, à la fois, je sais que vous appelez un État fort, mais comment vous le voyez-vous justement dans une logique de plus de responsabilité au niveau des élus locaux? On a vu qu'il y avait une réelle incompréhension, une réelle opposition entre un État congestionné, centralisateur à Paris, et des élus locaux qui ont pris des initiatives de proximité face à l'épidémie. Je crois qu'un État qui centralise et qui est performant, qui délivre, comme on dit, qui est efficace, ferait l'unanimité. Mais un État qui centralise, empêche les initiatives et est incompétent et incapable, comme il l'a été dans la gestion de la crise sanitaire en France, là, c'est la révolte. Et c'est justifié. La technostructure médicale qui refuse toute forme d'initiative participative sur la médecine. La médecine, comme beaucoup de professeurs de médecine l'ont dit, c'est d'abord de soigner avec ce qu'on a. C'est ce qu'a fait Pasteur, avant les grandes découvertes médicales et les molécules qui ont sauvé l'humanité. Eh bien, les médecins, leur rôle, c'était de soigner. Et donc, on n'a pas fait confiance à tous ces gens de terrain qui ont fait des expériences empiriques avant d'avoir des grands essais centralisés au plan européen et en plus manipulés parce que derrière, vous avez des conflits d'intérêts, vous avez des intérêts cachés de l'industrie pharmaceutique qui veut déposer de nouveaux brevets et ne veut surtout pas se contenter de ce qui existe. Eh bien, vous avez, par exemple, là, un exemple d'effondrement de la confiance que nous avons placé dans la technostructure médicale et qui dirige le ministère de la Santé, qui est un État dans l'État, par exemple. Et donc, un État en soi n'est pas le problème, mais un État qui est mal dirigé, qui n'est pas en relation avec la société qu'il prétend administrer, c'est-à-dire qui n'est pas capable de s'imprégner d'initiatives, d'expériences qui existent sur le terrain, c'est un État qui provoque la rébellion de la société. Donc, je comprends les élus locaux qui ont essayé de faire autant qu'ils pouvaient, et on peut les en remercier. Ils ont été souvent bloqués par le pouvoir central, ce qui était inacceptable. Donc, on voit bien que tout ça ne marche pas. Donc, les puissances publiques sont incapables de se coordonner. Et la puissance publique majeure est incompétente. Donc, voilà les leçons à tirer de cette histoire. Et je ne mets pas en cause des personnes, parce que pour moi, c'est un problème systémique, c'est-à-dire la prise du pouvoir par une couche technocratique qui ne rend de compte à personne et qui prend des décisions selon un formatage qui n'a rien à voir avec ce qu'est la société aujourd'hui. Et je dirais ça dans tous les domaines. Là, j'ai pris l'exemple sanitaire, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc, je ne reprendrai pas le débat centralisation-décentralisation, qui est un débat, je pense, qui reviendra sous une autre forme, mais plutôt comment les puissances publiques travaillent ensemble, comment la société et la puissance publique, et ces puissances publiques locales et nationales, et même européennes, peuvent agir dans le sens commun. Donc, on a un problème de mentalité au sommet de l'État, ça, c'est certain. Je crois que la technocratie a démontré sa faillite. C'est ça qu'on peut aujourd'hui dire. Que vous aviez vécu, vous aussi, en dénonçant… Si vous voulez, quand vous êtes à la tête d'un grand ministère comme le ministère de l'économie, finalement, vous avez à commander une administration. Vous en assumez de la direction, le leadership, en quelque sorte. Les hauts fonctionnaires apprécient d'avoir un chef. Mais quand il n'y a pas de chef, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, finalement, l'administration a pris le pouvoir sur le politique. Le politique étant lui-même faible, l'administration prend les décisions et ne rend de compte à personne, puisque c'est opaque, secret, discret au mieux, secret généralement, et en plus où il n'y a pas de, comme disent les anglo-saxons, accountability, c'est-à-dire on rend des comptes. La reddition des comptes, qui est un élément qui n'existe pas dans notre pays, mais qui devrait être organisé. C'est une invention de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, quand même. Donc, ça remonte à la civilisation gréco-romaine. On devrait s'en inspirer. Vous préfigurez en cela, et ce n'est pas du tout l'objet de la discussion, mais sans doute
on va l'appeler comme ça, le débriefing de crise qui va exister sans doute à la rentrée pour essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, ou plutôt tout ce qui ne s'est pas passé dans cette pandémie. Et à l'heure des comptes, des procès, des règlements de comptes, malheureusement aussi peut-être, auxquels on va assister, à vous entendre, et il ne s'agit pas de vous demander un pronostic ou un jugement, mais c'est plutôt la couche technocratique qui doit être stigmatisée plutôt que le politique qui en était en charge. Je me mets à la place de gens qui vous écoutent, vont dire c'est un peu à bon compte aussi que les politiques vont s'en sortir. Non, parce que pour moi, les politiques sont des technocrates. Le président de la République est un inspecteur des finances, le Premier ministre a un conseiller d'État, le ministre de l'économie doit être un conseiller à la Cour des comptes, etc., etc. Il n'y a que ça. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est la même chose, finalement. Et donc, il n'y a pas, je crois, aujourd'hui, de distinction à faire. D'ailleurs, la mise en jeu des responsabilités dans l'ordonnancement constitutionnel de notre pays, c'est commission d'enquête parlementaire et enquête judiciaire. Les enquêtes judiciaires et parlementaires ont commencé. Je pense que les responsabilités, on va découvrir des choses assez lourdes dans cette période. Je ne préjuge de rien. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrôle politique sur le pouvoir. Donc on est obligé, et les citoyens qui ont déposé des plaintes par milliers, il y a des médecins, il y a 500 médecins, je crois, qui ont déposé des plaintes devant la Cour de justice de la République quand même. C'est pas une petite histoire. Considèrent qu'il n'y a pas de contrôle politique dans notre pays. Donc comme il n'y a pas de contrôle politique, on va chercher des juges pour enquêter, ce qui est le problème. Arnaud Montebourg, avant de revenir sur la situation de la France, comme je le disais tout à l'heure, vous avez écrit en 2011 « Voter la démondialisation ». Aujourd'hui, vous avez déclaré il y a peu de temps que le monde va rétrécir. D'après vous, on se dirige vers quelle ère ? On entre dans quel siècle ? Et dans un monde plus régionalisé, plus local, comment vous voyez-vous l'avenir, comme vous l'aviez vu il y a 9 ans ? Bien, d'abord, je crois que les peuples ont compris que la liberté n'a pas de prix. Ils l'ont conquise cruellement souvent. C'est le cas de notre pays. Et toute la génération montante, qui n'a pas connu les guerres, les fractures, les révolutions dans notre pays, donc qui ne connaissent que sous la forme de l'apprentissage historique de notre histoire, aujourd'hui ont compris le prix de la liberté. D'abord parce que beaucoup d'atteintes aux libertés ont été commises au nom de la sécurité sanitaire. Et par ailleurs, avec la montée des troubles, des confrontations, vous avez quand même un durcissement des lois. Je vous renvoie à François Sureau, un avocat émérite et un penseur de la question, ont beaucoup de droits qui étaient comme une sorte d'acquis intangibles ont été remis en question. Donc la question de la liberté, elle est civile, mais elle est aussi économique. On s'est aperçu que notre dépendance était considérable aux chaînes d'approvisionnement mondiaux, aux pays qui ont pris le pouvoir sur notre économie. C'est le cas, par exemple, du premier atelier du monde qui est en passe de devenir la première puissance mondiale, c'est-à-dire la Chine, qui a organisé un dispositif de colonisation des économies à travers les routes de la soie, des économies les plus faibles et les plus endettées. Et donc, vous avez dans la situation d'aujourd'hui une sorte de sentiment de perte de contrôle de notre propre destin. Et donc, la population a pris cette conscience, finalement. Elle s'est dit, à force de faire confiance au lointain, eh bien, nous allons revenir au local. Et donc, dans ces prises de conscience, vous n'avez pas seulement la question de l'alimentation, vous avez la question de « nous voulons pouvoir nous-mêmes choisir ». Donc, choisir, c'est quoi ? Un pays qui est fort, c'est un pays qui n'est pas dans la main des autres, donc qui a une industrie forte, qui est capable de se nourrir, de se soigner, de s'éduquer, de choisir, donc d'avoir finalement la liberté de ses choix. Et tout ça, les Français, comme beaucoup d'Européens, ont ressenti qu'ils avaient trop abandonné. Donc vous allez avoir un retour au national et vous allez avoir ce qu'on va appeler, parce que la mondialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un prix mondial.
avec une allocation des ressources selon les règles de la compétitivité absolue et extrémiste. Et donc, le prix mondial va être distordu. Il y a beaucoup de Français, de consommateurs, d'Européens qui vont accepter de payer un tout petit peu plus cher parce que ce sera fabriqué en rapport avec leur territoire, leur modèle social, les lois environnementales qu'ils veulent préserver. Et donc, ce retour au circuit court et direct va s'exercer, y compris dans des pans entiers de l'industrie. Regardez la bataille pour l'automobile qui commence. Est-ce que nous allons importer nos automobiles ou est-ce que nous allons les fabriquer nous-mêmes? Tous les outils de la mobilité se sont, à un moment ou à un autre, posé la question de notre indépendance. Ferroviaire, aéronautique, automobile. Aéronautique, on a Airbus, on veut le garder. Ferroviaire, Alstom, on veut le garder. Regardez ce qui s'est passé. Et automobile, on veut garder Peugeot et Renault. Donc, comment nous allons faire pour que les mutations sur la décarbonation du transport soient compatibles avec la relocalisation et le maintien sur place des activités de production et d'assemblage. Donc, conséquence, il va falloir que nous utilisions l'innovation pour concilier ces deux contraires. Voilà. Parce que c'est souvent comme ça que ça s'est résolu dans le passé. Si je prends l'énergie, même histoire. On a laissé partir Technip dans gaz et pétrole, racheté par les Américains. On a laissé partir Alstom, racheté par les Américains dans les turbines, où nous étions leaders mondiaux, des leaders mondiaux. Donc, nous avons nous-mêmes abandonné tout ça, vendu en pièces détachées, et l'actuel président de la République a une responsabilité tout à fait de premier plan sur ce sujet, avec le précédent, M. Hollande, que j'ai bien connu. Et donc, nous avons à reconquérir ces outils industriels. Donc, voilà le programme, si j'ai envie de vous dire. C'est ça le programme de l'ANIA. Innovation, reconquête, relocalisation. Dans l'industrie pharmaceutique, où tous les grands laboratoires pharmaceutiques se sont débarrassés de ce qu'ils appelaient les commodités, c'est-à-dire les molécules génériques. Eh bien, la conséquence, c'est que la France, dès 2016, il y avait un rapport qui est paru, qui montrait qu'il y avait 1400 médicaments dans lesquels nous étions dépendants d'autres pays et nous étions à court d'approvisionnement déjà à cette époque. Eh bien, je sais qu'il y a des propositions. Moi, j'en fais une dans le débat dans lequel je suis intervenu à plusieurs reprises dernièrement. Reconstruisons une coopérative. Ça, c'est de la permaculture. Une coopérative avec les industries pharmaceutiques qui savent faire, avec les mutuelles qui ont gagné quand même un peu d'argent et les compagnies d'assurance dans la période, et investissons dans la reconstruction de fabrication de médicaments génériques à prix coûtant. Ça ne gagne pas d'argent, mais ça n'en perdra pas. Il faut aussi qu'on soit capable de construire une vision d'un capitalisme qui soit plus coopératif, moins gourmand en capital, plus respectueux des territoires et de l'humanité. Et donc ça, ce sont des propositions alternatives sur ce qu'on pourrait faire de bien commun. Tout ce qui nous est commun et dont nous avons besoin, eh bien, produisons-les ici, mais nous pouvons le faire de façon performante avec des mécanismes de coopération qui donnera beaucoup de travail à des tas de gens et nous évitera d'être dépendants de chaînes d'approvisionnement mondiales. D'accord, mais je reprends l'exemple de l'automobile. Le circuit court, on le comprend lorsque on achète une voiture fabriquée en France. Enfin, quand on travaille chez Renault PSA, on a aussi son travail grâce à un effort de mondialisation qui fait que ces deux géants mondiaux vendent des voitures sur la planète entière. Donc, est-ce qu'il n'est pas facile d'avoir un discours strictement national sur une industrie portée par Renault PSA qui, par définition, est mondialisée? Mais c'est impossible de faire les deux. Quand vous, pour moi, la phrase, excusez-moi, monsieur, quand vous venez de dire ça, pour moi, vous faites preuve de naïveté. Pourquoi? Parce que la mondialisation, pour ceux qui l'ont conçue, elle était toujours pour les autres. Et vous dites, ah mais oui, mais la mondialisation, elle doit marcher dans les deux sens. Vous savez, monsieur Trump, il est pour la mondialisation à sens unique. Et il est en train d'utiliser l'impérium, la force, avec tout ce qu'il y a, y compris de répugnant dans le comportement de cet homme, pour construire une relation exclusivement unilatérale. Donc, si nous ne sommes pas capables, nous, de comprendre que notre intérêt,
c'est de construire des outils qui nous permettent d'assurer, nous, notre domination sur certains marchés, eh bien, nous serons dominés. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit nous sommes ouverts, et l'Europe est la zone économique la plus ouverte du monde. Et la France est un des pays les plus ouverts de la zone la plus ouverte au monde. Eh bien, je crois que cette période doit s'arrêter. Il ne s'agit pas de s'enfermer. Il s'agit au contraire de faire ce que font tous les autres. Voilà. C'est-à-dire racheter les autres plutôt que d'être racheté. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous entends pas. J'ai perdu votre micro. Permettez aux naïfs de vous reposer encore une question là-dessus. Comment faire en sorte que ce discours que vous tenez, qui est très cohérent économiquement, se retrouve culturellement dans autre chose qu'un discours qu'on va qualifier de nationaliste? Je prends l'exemple de la mondialisation, qu'on peut considérer heureuse comme étant celle de la culture. La jeune génération est par essence mondialisée. Elle consomme des contenus sur Netflix, elle va chercher des œuvres culturelles qui lui est offerte vendues grâce à la mondialisation de la culture, des usages et des plateformes. Comment faire en sorte que un discours économique, si vertueux soit-il, démondialisé que vous tenez, soit cohérent et juste perceptible par une génération qui vient, qui par essence a une vision mondialisée de la culture. Vous savez ce que disait Keynes, qui fut un grand penseur anglais de l'économie et qui a laissé derrière lui un héritage considérable et qui aujourd'hui fait l'unanimité dans le monde. Il disait les voyages, les idées, les pensées, tout cela, les hommes, tout cela doit circuler dans le monde. Mais pour la production, produisez le plus possible sur place. Voilà, tout simplement. C'est la question du pain quotidien. C'est la question de la liberté. Vous n'aliénez pas votre liberté lorsque vous regardez une série américaine. Si, pourvu qu'on produise des séries françaises qui nous donnent le choix. Donc, on est encore une industrie cinématographique. Et je rappelle que le cinéma français, s'il a survécu, contrairement à tous les autres cinémas européens, c'est parce qu'il y a des règles très protectionnistes que les Américains n'ont jamais réussi à démanteler dans le cadre des rounds de l'Organisation mondiale du commerce et de la machine mondiale à mondialiser. Si aujourd'hui vous payez, écoutez-moi bien, monsieur Knier, aujourd'hui vous allez voir un film américain, un blockbuster, vous payez de 12 € sur le ticket, 10 € sur le ticket, eh bien, il y a quelques euros qui vont financer le cinéma français. C'est comme si à chaque fois que vous achetez un jouet chinois, il y avait une taxe qui permettait de financer le jouet français. Ben, je vais vous dire, ça s'appelait l'exception culturelle. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on fasse l'exception agricole et l'exception industrielle. Arnaud Montebourg, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, vous avez souvent parlé, lorsque vous étiez le ministre de l'économie et des finances, du sujet des nationalisations, qui faisait beaucoup débat à l'époque. Je les ai même pratiqués, monsieur Tortora, je les ai pratiqués. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, d'ailleurs. Pardon, c'est vrai que le général de Gaulle ou encore François Mitterrand avaient mis un certain nombre de nationalisations. Vous en avez fait fort lorsque vous êtes arrivé à Bercy. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état où se trouve l'économie française, et vous connaissez bien le tissu industriel en France, je pense à beaucoup de PME, je pense à beaucoup de ETI qui sont aujourd'hui fragilisés dans la situation face au Covid, est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'on est dans une période finalement de grande fragilité face à des possibles rachats par des grands groupes chinois ou américains? Est-ce que c'est le moment d'accélérer ces nationalisations pour protéger nos sites industriels et nos emplois? Alors, d'abord, la nationalisation, tout le monde le fait. Les Américains, les Anglais, les Japonais, tous les pays du Sud, n'en parlons même pas. Quant à la Chine, c'est une économie nationalisée. Donc il n'y a pas… les Allemands aussi le font dans certains domaines, les Länder, par exemple. Donc, je crois que c'est un débat qui a déjà été épuisé. Tout le monde le fait, donc pourquoi on ne le ferait pas? Voilà. La question, c'est à quoi ça sert et comment le faire. Voilà. Si c'est pour socialiser les pertes, nationaliser les pertes,
il y a quand même quelques limites. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ont sauvé PSA. J'étais au pouvoir quand PSA s'est effondré. La banque captive de PSA, qui s'appelait PSA Finance, qui finançait le crédit à la consommation pour toutes les personnes qui achetaient des voitures Peugeot, Citroën, DS, était en faillite, quasi faillite, et il a fallu que l'État donne une garantie de 7 milliards. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là sur Renault, pour garantir. Mais qu'est-ce que nous avons fait en contrepartie? On a dit très bien. La famille qui était incapable, Peugeot, qui était incapable de nouer des alliances internationales, construire une stratégie mondiale de domination de Peugeot, de prise de part de marché, ce que je disais tout à l'heure, nous l'avons écarté. Nous avons pris 14% du capital, donc on a procédé à une nationalisation partielle, puisque nous sommes entrés au capital, et nous avons construit un pacte d'actionnaires. L'État a pris 14%, la famille a été réduite à 14%, elle était à 37%, et donc on l'a minoré, et on a fait un accord avec les Chinois. Dongfeng, 14%, 14, 14, 14, et avec ce triptyque, on a construit le sauvetage de Peugeot. Ce triptyque a donné lieu à plusieurs décisions. D'abord, celle de nommer le président du conseil de surveillance, c'était M. Louis Gallois, qui était l'administrateur de l'État. C'est le président de Peugeot, il l'est encore, est l'administrateur de l'État. Bon, donc vous voyez que c'est fait. Deuxièmement, on a mis 800 millions dans l'augmentation de capital. Et ces 800 millions ont été revendus, peut-être, je crois presque, je n'ai plus les chiffres en mémoire, mais enfin, c'est une très bonne opération pour les contribuables, à la BPI qui a pris la participation au lieu et place de l'Agence des participations de l'État. Et donc, l'État a gagné de l'argent, les contribuables ont gagné de l'argent en recapitalisant PSA. Et on a nommé M. Tavares qui a fait quoi? Qui a sauvé l'entreprise sans dégâts sociaux, qui a racheté Opel, donc qui a pris position en Allemagne et en Angleterre, là où Peugeot n'était pas présent, et vient de faire un accord dans le détail desquels je n'ai pas encore suffisamment de lucidité pour porter un jugement à mon sens pertinent, qui est l'accord Fiat-Chrysler, pour devenir un mastodonte mondial comme l'a été Renault, Nissan, Mitsubishi, Avtovaz. Donc vous avez là une stratégie de l'État, non pas de sauvetage et de nationalisation des pertes, mais de construction du futur, de coopération avec des actionnaires qui ont failli et l'intervention de nouveaux actionnaires et dans un cadre géopolitique mondial qui était l'alliance avec la Chine à l'époque, puisque le marché chinois est un marché qui était stratégique pour l'automobile. Donc la nationalisation, c'est un outil qui peut être utilisé à d'excellentes fins pour un pays comme le nôtre. Voilà un exemple. Je prends cet exemple. Alors aujourd'hui, les entreprises, l'État a fait une politique d'endettement. C'est-à-dire qu'elle a dit, vous avez des chutes de chiffre d'affaires, vous êtes des TPE, des PME, des ETI, même les grands groupes. On vous garantit, c'est le prêt garanti d'État. Donc, il y a 100 milliards qui se baladent là de dettes de plus dans le bilan des entreprises. D'ailleurs, moi-même, à la tête de Bleu Blanc Rouge, 415 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière, première année pleine. Le Crédit Agricole, qui est notre banque, a proposé un prêt garanti d'État. Parce qu'on a perdu 40%. Vous avez dit quoi? On a perdu 40% de chiffre d'affaires. Je leur ai dit, écoutez, merci, mais d'abord, j'ai déjà mon crédit à rembourser chez vous. Donc, je ne vais pas surendetter mon entreprise parce que je ne sais pas comment je vais rembourser. Et comme beaucoup d'économistes l'ont signalé, créer des entreprises zombies surendettées n'est pas une bonne politique. Parce que c'est reculer le moment fatal où il y aura un ajustement à un moment ou à un autre. Et donc, c'est l'État, quand il va recouvrer ses créances, qui va mettre en faillite toutes ces entreprises. Donc, moi, je propose une politique de fonds propres. C'est-à-dire tous les prêts garantis d'État doivent être convertis en fonds propres. Pour moi, ça doit être des subventions dans les TPE, parce que de toute façon, on ne va pas faire le tri. Dans les PME et ETI, c'est-à-dire au-delà d'un certain niveau de chiffre d'affaires, plus de 10, 15 millions, ça doit être des obligations convertibles. Et puis, troisièmement, pour les grands groupes, ça doit être des prises de participation. Voilà. Parce que on doit restructurer le capital. Est-ce qu'il est normal que dans Air France, où on met 7 milliards pour sauver une entreprise,
d'ailleurs qui devra qui va devoir se restructurer inévitablement. Deuxièmement, sauver une entreprise sans qu'il y ait de conséquences sur l'actionnariat, chinois, américain ou hollandais, ça pose quand même un problème. Voilà. Arnaud Montebourg, c'est bien que vous parliez de votre entreprise parce qu'il y a, dans les questions qui sont posées, il y a beaucoup de questions de curieux et de personnes qui veulent connaître votre témoignage et ce que vous avez retiré au fond de cette expérience d'entrepreneur. Enfin, c'est plus qu'une expérience, c'est votre vie aujourd'hui. C'est ma vie. Voilà, je relais la question de Johan, par exemple, qui dit qu'au fond, votre vision, elle se limite sans doute au manque de courage des politiques. Alors ça, c'est la version sympathique de la question. Et créer une entreprise en France aujourd'hui relève plus du défi ou d'une vision citoyenne plutôt que d'une démarche raisonnée. Si je traduis, les tracasseries, notamment administratives qu'on vit en tant qu'entrepreneur, dissuadent beaucoup de monde aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous vivez ou est-ce que vous dites qu'il faut tout simplement voir les problèmes ailleurs et que la vie en entreprise, elle peut, comme vous venez de le décrire, se vivre aussi de façon heureuse? Écoutez, pour moi, la création d'entreprise, c'est une aventure extraordinaire parce que c'est le choix de la liberté. C'est-à-dire, vous pouvez transformer de façon très concrète le monde, la société, en apportant des réponses à des problèmes. L'entreprise, elle joue un rôle dans la marche du monde. Et se dire qu'on choisit ce qu'on veut faire, comment on va le faire, ce n'est pas certain qu'on réussisse. Bien sûr qu'il y a des contraintes, mais d'abord, l'entrepreneur est celui qui s'élance sur son embarcation sur l'océan de la liberté. Il choisit sa destination. Il rencontrera des vents contraires, mais il a un atout extraordinaire, il est libre. Voilà. Et donc, s'il est libre, il peut tout créer. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette vie. En politique, où j'ai essayé de lancer des idées, créer des choses, vous n'êtes jamais seul. Là, personne ne va vous empêcher de construire votre entreprise. Au contraire, tout le monde va vous aider, vos salariés, vos actionnaires, vos partenaires. Tout le monde est content, votre banquier, ils sont contents que vous fassiez quelque chose. En politique, dès que vous faites quelque chose, tout le monde est contre vous. Bon, c'est ça la différence. Donc pour moi, excusez-moi, cette expérience, ça a été une sorte de ballon d'oxygène, en fait, finalement. C'est de l'oxygène pour tous, finalement. Alors après, les tracasseries. Bon, écoutez, le code du travail, il faut lire les textes et puis on les applique. Donc, je ne vois pas où est le problème. Dans tout pays, il y a des règles, donc je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. En plus, ce sont des règles qui sont assez flexibles. Je trouve que la flexibilité dans notre pays, elle existe. Il y a des contraintes, il y a des contreparties, mais c'est normal. Il y a des êtres humains qui s'engagent dans l'entreprise, donc c'est normal. Alors peut-être qu'elles sont mauvaises, mais bon, en même temps, je trouve qu'avec le temps, regardant ce qu'est le droit du travail, c'est quand même énormément flexibilisé. Après, il y a quoi? Il y a le secteur bancaire, qui est une bureaucratie privée, qui est un énorme problème. Pour moi, le vrai problème dans l'entreprise, c'est plus le système bancaire tel qu'il est. Et je dirais que le Crédit Agricole, avec qui je travaille, essaie toujours d'améliorer les choses, mais il faut voir quand même. J'allais dire, votre banquier va vous appeler. Non, mais les conditions dans lesquelles on travaille quand on est une entreprise. Moi, je trouve que le problème d'abord, c'est le système du financement, qui n'est pas du tout adapté à l'entreprise. Voilà, je dirais ça. Et puis le reste après, qu'est-ce qu'il y a? Les relations contractuelles, ça, c'est de la créativité. Les systèmes assurantiels, oui, c'est pas terrible. On pourrait trouver. Franchement, on n'a pas un bon système assurantiel en France pour les entrepreneurs. Et puis après, c'est soi-même. Hein. C'est ce qu'on est capable de faire. Voilà. Donc, j'ai une vision très positive de l'entrepreneuriat et surtout très heureuse. Voilà. Et là, je suis en train, avec Bleu Blanc Ruche, où nous avons, pendant le confinement, nous avons augmenté de 279% nos ventes sur le site internet bleublancruche.fr. Donc, j'invite ceux qui nous regardent à se rendre sur bleublancruche.fr. Nous avons réussi à baisser les prix de la livraison parce qu'on a renégocié au plus juste le prix de transport sans qu'il soit ni prohibitif
ni, j'allais dire, trop peu cher, low cost. Nous faisons participer finalement celui qui achète du miel et qui se fait livrer à domicile, il va au point relais. Donc ça, c'est la meilleure méthode finalement, un petit peu d'effort pour tous. Et bleublancrouge.fr a inventé, s'est lancé dans la vente à domicile avec du recrutement de vendeurs à domicile qui le font aussi sur le plan numérique, où ils vendent nos produits dérivés, nos pains d'épices, nos nonettes, notre hydromel. Ce sont des produits qui sont tracés, qui portent le nom de l'apiculteur sur chaque pot et qui racontent l'histoire d'un terroir, parce que les abeilles se nourrissent des plantes, donc elles font parler les plantes qui elles-mêmes ont des saveurs, ont des variétés extraordinaires dans notre pays. Donc, c'est la France des terroirs qui parle à travers nos miels. Voilà. Bleublancrouge.fr. Merci pour la publicité. C'est un pub gratuite, Jean-Christophe. Arnaud Montebourg, je disais tout à l'heure, le 25 août 2014, vous vous en souvenez, c'est ce moment-là que vous avez repris votre liberté à cette fête de la rose. Mais finalement, aller convaincre des électeurs, aller chercher des suffrages, est-ce que ce n'est pas la même chose que d'aller chercher des clients quand on est entrepreneur comme vous? Il y a des similitudes, évidemment. Mais quand on est une sorte de… On défend des idées dans le champ politique, d'une certaine manière, on ne peut pas vendre du rêve. Et les promesses qu'on vend, pour moi, elles sont contractuelles. C'est-à-dire que quand vous passez un accord avec un électeur, il vaut mieux tenir le contrat. C'est ça que je regrette en politique en France, c'est qu'on dit des choses pendant les campagnes électorales, puis après, on n'en parle plus, on fait tout autre chose. C'est ce qui s'est passé pendant le quinquennat précédent. Et vous allez voir que c'est ce qui sera passé à peu près, grosso modo, dans tous les quinquennats. Donc, il n'y a pas de contrat. Avec le client, il y a un contrat. Et surtout, il vous note, le client. Il vous dit, là, franchement, vous n'avez pas respecté ce que vous aviez dit. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que la relation du pouvoir à l'électeur n'est pas assez consistante, alors que la relation de l'entreprise à son client, elle est quand même, dans les petites entreprises en tout cas, elle est extrêmement transformée avec le numérique. Alors évidemment, vous avez aujourd'hui des tas de boîtes qui ont des services déshumanisés, qui ont des call centers à l'étranger, qui vous font acheter des services. Ça, c'est très facile en 2 clics, mais après, pour vous désabonner, vous en avez pour 1 an avec des lettres recommandées. Bon, tout ça, pour moi, qui est une forme d'arnaque, dans le monde du numérique actuel, c'est condamnable et c'est condamné. Donc, il arrivera un moment où vous allez avoir des groupes de consommateurs qui, sur le net, vont détruire l'image de toutes ces grandes boîtes qui abusent de leur position dominante. Voilà. Attends, je trouve ça assez grave, ou en tout cas triste, ce que vous racontez, parce que j'imagine un jeune diplômé de l'ESSEC qui vient vous voir, qui dit « Moi, je suis pétri de bonnes idées, j'ai envie de changer le monde et de faire bouger mon pays. » Vous lui dites quoi? Viens dans ma boîte ou fais de la politique? J'ai l'impression que à vous entendre, vous lui dites surtout ne va pas faire de la politique. Et en soi, ça peut être quelque chose de grave. Je lui dirais pas ça. Je lui dirais fais-toi un métier, apprends des choses, comprends le monde, et après utilise tout ça et va changer la politique. Je ferais comme ça. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. D'accord. Chaque chose en son temps. Ouais. Arnaud Montebourg, j'aimerais bien vous écouter sur un sujet qui vous tient à cœur. Certes, tout à l'heure, j'ai dit que vous êtes un homme de la Saône-et-Loire, mais vous êtes aussi un homme attaché à la Méditerranée, attaché à l'Algérie. Je voulais avoir un mot justement sur le monde tel que vous le voyez, mais dans la coopération aussi entre la France, l'Europe et l'Afrique, dans cette nouvelle phase, cette période post-Covid. Oui, c'est vrai que je suis un enfant quand même un peu de la Méditerranée, c'est vrai. Mon attachement à l'autre rive, qui est familial et personnel, a évidemment retenti lorsque j'ai eu
d'abord les responsabilités que j'ai eues à Bercy, c'est-à-dire que ma position était de dire, plutôt qu'aller investir des milliards en Chine ou dans les pays asiatiques, on ferait mieux de développer notre rive sud de la Méditerranée. On aurait moins de problèmes dans 10 ou 20 ans. Tous ces grands groupes qui sont partis en Chine, est-ce qu'ils n'auraient pas pu développer le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique subsaharienne? Je suis certain qu'on aurait pu, imaginer ce que moi j'appelais des colocalisations. Quand un certain nombre d'investisseurs algériens sont venus me trouver en me disant, écoutez, voilà, il y a des usines en difficulté dans votre pays, il y a des usines à créer dans le nôtre, on peut se partager le marché et le travail. Je lui ai dit, d'accord, on y va, banco. Et ça a parfaitement marché. C'est comme ça qu'on a sauvé Brandt et tous les électroménagers français avec des usines au sud et des usines au nord. Le marché européen pour nos usines et le marché africain pour les leurs. Le low cost au sud, la techno au nord. Ben, ça fait des emplois partout. On en a besoin. Donc cette stratégie-là, pour moi, elle est au cœur d'un grand traité que nous devrions négocier avec les 3 pays qui sont nos 3 pays amis du Maghreb, nous, France, Espagne et Italie, parce que nous y avons non seulement intérêt, mais par ailleurs, ce sont nos voisins, nos amis, nous avons une histoire commune. Les Algériens ont été pendant 132 ans français, nous avions la même nationalité, je tiens à le rappeler, ça marque, et nous parlons la même langue. Monsieur le ministre, vous expliquez comment on peut faire différemment en termes de co-construction économique, en termes de fonctionnement des institutions ou d'évolution des institutions, qui était l'un de vos dada depuis très longtemps. Comment, à votre avis, dans le contexte justement gilets jaunes, crises diverses, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une sortie de crise aussi par le haut sur le plan d'une façon de faire différemment sur le plan institutionnel? Écoutez, la Ve République est une république qui est technocratique, voilà, qui a donné le pouvoir aux experts sans leur infliger la charge de la responsabilité de la reddition des comptes. Voilà. La Ve République pourrait être l'arrivée des citoyens dans la décision. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on ait une assemblée avec des citoyens tirés au sort, qui décident, qui prennent des décisions. Quelle est la différence entre un sénateur élu par 2000 personnes, 2000 maires dans son département, et encore 2000 élus, et un citoyen tiré au sort? Franchement, on peut d'ailleurs mélanger les deux. Je suis favorable, par exemple, à ce que le Conseil économique et social, ils deviennent des sénateurs, et ils prennent des décisions, ils votent les lois. Donc, on ait une chambre qui soit la chambre de la citoyenneté, du futur, des corps intermédiaires, et qui compléterait parfaitement la chambre, par exemple, des majorités, où là, on a besoin de stabilité. On a besoin de soldats, ça c'est vrai. Ils sont pour, ils sont contre. Vous savez, c'est ces assemblées passage à niveau, qui est pour, qui est contre, qui est pour, qui est contre. Eh bien, si on imaginait, par exemple, une république de cette nature, avec une responsabilité ministérielle beaucoup plus forte, où, par exemple, un ministre pourrait être convoqué, débarqué, censuré, sans que le gouvernement tombe, qu'on soit forcément dans une crise ministérielle. Ça, je pense que ça pourrait faire partie des améliorations. On pourrait aussi décider que les autorités administratives indépendantes qui ne concernent pas les libertés publiques, par exemple, la CNIL, le CSA, sont très, très importants. Celles-là devraient être renforcées. En revanche, toutes les autorités administratives indépendantes dans l'économie n'ont aucun sens. Nous devrions les rattacher au ministère de l'économie, car exercer le pouvoir, c'est exercer la responsabilité. Les autorités administratives indépendantes ne sont pas responsables. Elles sont trop indépendantes. Donc, il faut les contrôler. C'est comme les banques centrales. Banques centrales indépendantes, moi, je ne suis pas favorable aux banques centrales indépendantes. Je suis pour qu'elles obéissent à des impulsions politiques. Bon, voilà. Au fond, finalement, ouais. Convention citoyenne sur le climat, des citoyens tirés au sort, ça doit vous inciter à l'optimisme quand même. Ça va plutôt dans le bon sens. Quand j'étais président de mon département, la Saône-et-Loire, j'avais créé un jury citoyen pour juger de la bonne affectation des augmentations d'impôts que j'avais été obligé de décider. Ça s'est très bien passé, c'est très intéressant.
Et l'expérience m'a incité à associer la population à des décisions ponctuelles. Là, moi, ma proposition, c'est de dire cette convention du climat, qui est un bon point, finalement, on pourrait avoir des sénateurs désignés, un par département, tirés au sort, sur des listes électorales. Comme on le fait pour les jurés d'assises. Exactement. Décider de la vie d'une personne qu'on juge coupable ou de la culpabilité de quelqu'un, ça emporte beaucoup de conséquences. Donc, on confie ça à des citoyens. Pourquoi on ne pourrait pas confier une partie de la discussion publique à des citoyens? Et je suis favorable, par exemple, à l'usage des référendums, d'initiatives populaires, et y compris au plan local, où les baronnies se sont établies, la surpuissance des élus est parfois insupportable. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs aussi au plan local. Donc, nous pourrions imaginer quand même des mécanismes d'intervention des citoyens dans le processus décisionnel. Vous voyez, puisqu'on parlait des sujets sanitaires, prenons l'exemple de ce qui s'est passé sur la gestion sanitaire du Covid. Vous aviez des tas de médecins partout en France qui ont décidé d'utiliser à titre préventif l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Ils l'ont fait d'autorité avec leur serment d'Hippocrate et leur conscience de médecins chargés de soulager la maladie chez des milliers de nos compatriotes. Ils ont pris des décisions d'initiative. Ils ont été poursuivis dans le Conseil de l'Ordre. Le gouvernement a interdit cette solution azithromycine, hydroxychloroquine, alors qu'elle est autorisée partout dans le monde et qu'elle a des résultats. Bon. Et donc, on voit bien que finalement, le participatif a une valeur. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne me prononcerai pas sur le débat médical et scientifique. Mais j'ai noté qu'il y a des médecins qui ont eu des résultats, qui l'ont fait savoir, et que tout s'est fait finalement sur le terrain, et ça pouvait très bien fonctionner comme ça. Vous savez, quand la Wehrmacht est arrivée et a acculé les armées d'Angleterre à Dunkerque en 1940, Churchill a dit, puisqu'il n'avait plus de navires pour les évacuer, la France était à terre, il était seul face à l'aviation allemande qui était en train de tuer tous ses hommes et mettre en péril la suite de la guerre pour lui. Il a dit, tous les propriétaires de bateaux, de navires, de quelque taille que ce soit, traversent la Manche, vont sauver les hommes. Ouais. C'est ça une nation. Ce n'est pas seulement des dirigeants qui savent, c'est aussi des Français qui savent et qui font. Et il y en avait plein qui ont été découragés. Film de Christopher Nolan, Dunkerque, superbe, que j'invite à regarder. Alors, il nous reste 5 minutes, on ne va surtout pas ouvrir le débat sur l'hydroxychloroquine parce que sinon on va… Ce n'est pas mon débat. Non, mais justement. Méthode, en revanche, mais alors, ok. Alors, juste d'un mot, parce que vous l'avez cité, la figure de Didier Raoult, pour vous, c'est quoi? C'est un symptôme ou un espoir? Écoutez, la figure publique du personnage. Je n'ai pas d'opinion sur ses propositions, mais moi, je note que lui, il a fait des essais sur 3000, 3500 personnes avec des résultats et qu'il y a des tas de médecins qui ne sont pas dans son laboratoire qui considèrent qu'il y a des résultats. Donc, ça mérite d'être écouté. Des médecins de terrain de ville, il y en a un paquet, il y en avait en Lorraine, ils n'étaient même pas dans sa région. Vous avez un ancien ministre de la Santé, M. Douste-Blazy, qui l'a dit, qui disait on a des résultats. Et vous avez des professeurs de la PHP ou de grands centres médicaux de la région parisienne qui ont dit il faut écouter ce qui se passe sur le terrain. Donc, sur le plan préventif, on a peut-être raté quelque chose. D'ailleurs, il va être intéressant de regarder pourquoi en Afrique, il y a si peu de cas d'infection au Covid-19. Pourquoi? Parce que c'est un territoire qui est habitué à utiliser la nivaquine et les traitements antipaludistes, antiviraux paludiques. Donc, c'est intéressant quand même de regarder ça. On pensait que l'Afrique ne résisterait pas. Elle a de meilleures performances qu'en Europe. Et donc, il faut écouter, je crois, tout le monde et essayer de trouver des solutions qui ne soient pas univoques, mais qui font la place aux gens de terrain. Ceux qui font la médecine, c'est ceux qui soignent. Ce n'est pas ceux qui sont dans les laboratoires pharmaceutiques. Arnaud Montebourg, on a justement besoin de vous entendre sur quelles solutions pour faire face aujourd'hui aux nombreux plans de relance qui sont lancés dans beaucoup de filières, qui sont lancés dans les territoires et les régions.
Je prends cet exemple parce que, bien entendu, dans la permaculture, l'écologie est centrale. Pour vous, comment mettre l'écologie au cœur du plan de relance économique quand on sait, par exemple, et je prends un exemple très concret, aujourd'hui, Airbus est confronté à une grave crise. Comment aller expliquer aux ouvriers, aux ingénieurs qu'il va falloir certainement produire de même moins d'avions parce qu'on rentre dans ce monde démondialisé? D'abord, je ne suis pas certain qu'il faille produire moins d'avions. Nous verrons bien l'année prochaine, parce que les carnets de commandes, intéressant de les observer du côté d'Airbus et de Boeing. Boeing étant à terre pour des raisons techniques à cause d'accidents industriels du 737 MAX. En revanche, Airbus est solide. Nous allons voir comment va évoluer la consommation du transport aérien et les investissements des compagnies aériennes. Nous allons voir quel est le degré de défaisance des compagnies aériennes qui ont pullulé, se sont multipliées, notamment dans le low cost, dans le monde entier, en Asie, comme en Europe, comme aux États-Unis. Pour l'instant, c'est un peu tôt de le dire. On aura toujours besoin de transport aérien. On aura toujours besoin de se déplacer, même si les applications de la nature de celles que nous utilisons ont évidemment beaucoup d'avenir. Donc, vous me permettrez d'abord d'être prudent sur les conséquences. Donc, il faut passer un trou de cycle. Dans les industries du semi-conducteur, on serre les fesses, on finance, on attend que ça remonte et ça remonte. Donc, il faut assumer l'idée qu'il y a des cycles dans ces industries aussi. On n'était pas habitué, mais il y en a. Il y en avait dans l'automobile, on sait les gérer. J'ai donné l'exemple de Peugeot tout à l'heure. Bien. En revanche, quelle est l'innovation quelles sont les innovations technologiques dans lesquelles il va falloir investir? Le transport avec la batterie électrique ou la pile à combustible, c'est-à-dire l'hydrogène. Pourquoi? Parce qu'il va bien falloir qu'on se débarrasse à un moment ou à un autre de la surconsommation des fossiles. Ça, c'est un impératif. Et si nous n'utilisons pas la période pour ne pas commencer à faire muter nos investissements, nous serions des idiots. Un idiot collectif. Hein, je ne mets personne en cause. Donc, la batterie électrique, pour moi, et par exemple, les grandes cylindrées de chez Renault, on les arrête à cause de la montée des malus. Voilà. Même l'espace que je conduis, moi j'ai un espace diesel pour conduire ma famille parce que c'est une grande berline où je peux mettre 7 personnes. Eh bien, Renault va arrêter. Pourquoi? Parce que vous avez un malus de 12 000 €. Voilà, dessus. Y compris les grandes allemandes, hein, les grands SUV, etc. Donc, comment on peut investir? Donc, ces grands constructeurs vont investir dans la batterie électrique et dans les voitures électriques. Donc, on a besoin d'avoir tous les éléments, les briques technologiques permettant de construire des batteries indépendantes, autonomes et la batterie française. Et on a tout ce qu'il faut sur le territoire. On a le CEA et le LITEN. On a SAF et Total. On a les constructeurs et les marchés. Donc, je me demande comment se fait-il, alors que j'ai lancé ce plan en 2013, il y a 7 ans, qui n'est toujours pas prêt. J'ai lancé il y a 7 ans ce plan batterie électrique. On est encore en train de nous parler d'Airbus, de batterie électrique. On n'a pas besoin d'Airbus, on a besoin de batterie. Donc, ils n'ont rien fait. Voilà, ils n'ont rien fait. Et je le regrette parce que pour moi, les politiques industrielles, elles sont transpartisanes. Elles doivent aller au-delà des alternances. C'est un effort de longue haleine que de voir loin et de travailler à remplir un objectif de long terme. Donc, ça dépasse les vicissitudes politiques. Et je regrette que ce n'ait pas été le cas. J'avais laissé 34 plans industriels. J'ai décidé de les republier sur montebourg.net. Vous pouvez les relire avec les équipes, les financements. Et surtout les objets, vous verrez, il y avait 34 plans industriels. J'avais dit à l'époque, à l'Élysée, quand on l'avait lancé, j'avais dit, on ne fera peut-être pas 34 tirs au but et 34 buts, mais on peut gagner beaucoup de points dans la mondialisation. Monsieur le ministre, l'heure est passée à toute vitesse. Je crois que vous avez, avec beaucoup de passion, mis sur la table à la fois beaucoup de concepts sur la soif de liberté, d'innovation, l'esprit de reconquête. C'était un peu le Montebourg Restart Café, puisque je vous ai trouvé très entraînant, c'était intéressant. On aura un petit débat sémantique tous les deux. Vous parlez de capitalisme coopératif.
Moi, je parle de permacapitalisme, mais ça fera l'objet d'une autre discussion. Merci en tout cas de nous avoir accordé Merci à vous. cette heure. Merci à Jean-Christophe, à Laurent. Merci et désolé à toute la communauté. Il y a eu beaucoup de questions. Et voilà, à un moment, on a essayé de trouver le bon équilibre. C'était sûrement imparfait. On va vous les envoyer. Voilà. Vous me les Merci. envoyez, j'essaierai de répondre. Ah ben Merci. voilà, formidable. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, prochain Perma Restart Café. Et l'invité sera communiqué mardi matin, comme désormais, ça devient un rituel. Voilà, merci infiniment et à très bientôt. Merci.